Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos industries. Cette semaine, j'accueille Thomas Guillou, associé fondateur de CSB, Cybersecurity Business School, une école unique qui propose de former des étudiants de tous horizons aux enjeux de la cybersécurité. Y a-t-il un profil type pour travailler dans la cybersécurité ? En quoi parer les cyberattaques nécessite des compétences spécifiques ? Ou encore, comment attirer et former les jeunes à ces nouveaux métiers ? Thomas nous partage sa conviction que la formation est l'une des réponses clés aux enjeux de la cybersécurité. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Thomas. Bonjour Laurent. Alors Thomas, je suis ravi de t'accueillir ici au Global Industrie à Villepinte, le salon dédié à l'industrie même du futur. Tu es l'associé fondateur de CSB, Cyber Security Business, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça, oui. Alors, première question, j'ai envie de te poser, finalement la cybersécurité, c'est du business à part entière ? Oui et non, en fait, nous, on a récupéré le terme business, mais c'est un petit peu étonnant, c'est que c'est vrai qu'on a le terme en France, une connotation monétaire. En fait, c'est pour faire de l'argent, alors que nous, non, l'objectif, c'est vraiment de montrer qu'il y a une connotation de management. Ouais. Donc aux États-Unis, business et management. Et l'objectif, nous, c'est de montrer qu'on peut faire une école de cybersécurité qui adresse aussi la partie management. Ok, alors on est rentré tout de suite dans le vif du sujet. Ouais. Tu vas nous expliquer un peu plus quels sont les enjeux, quelles sont les notions de formation finalement en lien avec cette école, et puis la place de la femme aussi à travers l'industrie. Ce serait intéressant de t'entendre. Peut-être en 2-3 mots nous dire qui tu es et comment en fait cette idée t'est venue à travers la création de CSB. Oui, alors du coup moi j'ai commencé à travailler dans l'informatique industrielle il y a très longtemps, en 98 chez Areva dans le nucléaire. Ouais, ok. Donc j'ai eu un cursus qui m'a fait évoluer vers la cybersécurité industrielle. On avait commencé vraiment en avance par rapport aux contraintes du nucléaire. Et donc j'ai fini jusqu'à il y a quelques semaines en tant que RSSI industriel du groupe Solvay. Okay. Et on a vu qu'on avait une grosse pénurie de talents, pénurie de ressources dans le domaine, avec mes associés qui, eux, géraient la partie informatique traditionnelle. Donc du coup, on a eu l'idée de créer une école de cybersécurité qui allait répondre à nos besoins. Avant tout, Il existe des formations, mais qui sont peu nombreuses. On est vraiment en pénurie de talent et on avait vraiment envie de créer une école qui réponde à nos besoins de professionnels. Ça, c'est pas une nouveauté. Je pense que dans plein de secteurs d'activité, la pénurie de talent est vraiment une vraie problématique et qui répond à des enjeux même de sécurité industrielle, nationale, on pourrait dire même. Exactement, oui, tout à fait. On a pas mal en France d'établissements qui sont OIV, donc organismes d'importance vitale, qui ont des contraintes qui doivent respecter des contraintes de cybersécurité, mais on a aussi des établissements qui ne sont pas OIV et qui peuvent aussi exploser, qui peuvent avoir un impact sur l'environnement. Donc toutes ces entités doivent aussi se protéger contre les cyberattaques. Et c'est vrai que jusqu'à présent, tout le monde a un focus de cybersécurité sur l'IT, sur l'informatique traditionnelle. Mais on est en train de se rendre compte qu'on peut vraiment avoir un impact sur l'informatique industrielle, arrêter une usine de production de chocolat, mais aussi de traitement des eaux, tout ce qui est signalétique d'aéroport, tout ce qui est... Oui, parce qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu moins vitales. Tu parlais du chocolat, même si c'est vital pour l'économie d'un pays, mais il y a des choses qui sont pour le coup vitales. On parle de santé, on parle de circulation, on parle de transport. Et là, tu es en train de dire que finalement, par des attaques informatiques, on peut stopper une usine du jour au lendemain si on n'anticipe pas finalement l'attaque, c'est ça ? Exactement, et on le voit bien dans le conflit en Ukraine. Il y a des cyberattaques qui ciblent tout ce qui est transport ferroviaire pour freiner l'avancement des armées. On peut aussi couper les réseaux de communication. Donc c'est des cyberattaques qui ont un impact sur l'avancée des conflits. C'est quelque part un peu des guerres invisibles, mais qui du jour au lendemain peuvent émerger avec une attaque forte auprès de... Oui, en plus on peut agir à distance. Donc c'est vrai que les forces de frappe sont décuplées, on n'a pas besoin d'aller sur place pour le faire. Et les attaques peuvent être préparées en amont, parce qu'on peut être compromis sans s'en rendre compte, sans le savoir. La plupart du temps, on se focalise sur le ransomware, donc il chiffre le PC pour avoir une rançon, mais on peut très bien être compromis sans s'en rendre compte et on ne déclenche l'attaque que le jour J quand on a besoin de... Oui, tu fais bien de le préciser parce que souvent dans les cyberattaques, on peut avoir peut-être... Alors les spams, c'est peut-être pas une cyberattaque, mais en tout cas c'est le début de l'attaque, les ransomware aussi. Mais derrière, effectivement, tu as des choses beaucoup plus stratégiques qui peuvent te mettre en difficulté. Un hôpital qui s'arrête de fonctionner, essentiel, quoi. Exactement, et c'est pareil, il y a toujours des systèmes un petit peu périphériques qu'on a tendance à oublier. Quand dans une usine on se focalise sur le process, on peut très bien avoir une climatisation qui va permettre à ce process de se dérouler correctement. Et bien souvent on oublie d'adresser la cybersécurité sur cet élément qui aura un impact indirectement. Si on coupe la clim, une salle serveur, elle ne pourra pas continuer à tourner de manière effective, même si on a des systèmes redondants. Donc il faut vraiment bien manager la cybersécurité pour identifier tous ces assets et s'assurer que tous les assets critiques sont bien étudiés, analysés. Thomas, j'ai une question sur le profil type finalement de celui qui doit travailler dans la cybersécurité. Est-ce qu'il doit être quelque part un peu hacker, quoi ?
Alors, il y a énormément de profils dans la cybersécurité. Oui. Donc oui, pour sécuriser une installation, il faut avoir une mentalité de hacker pour savoir quelles sont les failles, les vulnérabilités pour savoir les adresser. Mais c'est aussi, il y a beaucoup de métiers dans la cybersécurité. On a besoin de juristes en cybersécurité, on a besoin de cyberassureurs, on a besoin de managers de la cybersécurité, on a besoin d'auditeurs. Enfin, il y a un panel de métiers qui est vraiment très grand. C'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser sur la personne en sweat capuche planquée dans son garage. Il y en a, mais il n'y a pas que ça. Donc typiquement, moi j'étais responsable cybersécurité. J'ai jamais fait de pentest, même si je connais tous les principes. Donc le droit, exactement. Effectivement le codage, enfin j'imagine que tous les éléments qui constituent une entreprise, une organisation sont nécessaires en tout cas pour travailler dans la cybersécurité. Un élément aussi clé sur la place de la femme dans l'industrie, puisque toi tu es plutôt sur la partie cyberindus, c'est comme ça que tu l'appelles. J'ai le sentiment que c'est hyper ouvert. Alors est-ce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de femmes dans cette industrie-là, dans ce service-là, ou c'est encore un travail à réaliser pour qu'elles viennent te rejoindre? Alors, il y a très peu de femmes dans ce domaine. Il y a vraiment un gros travail à réaliser. Par contre, les portes sont grandes ouvertes. C'est pour ça qu'on a travaillé aussi avec le CEF6, le Cercle des femmes de la cybersécurité, avec qui on échange beaucoup, pour justement présenter les différents métiers et leur montrer que c'est accessible et c'est pas uniquement fait pour des hommes. Donc, à l'école, on a des candidates qui ont vraiment le bon profil, qui sont juristes, qui veulent se lancer dans la cybersécurité. Et c'est vraiment des profils très intéressants parce qu'en fait, ils ont vraiment le profil métier du droit auquel on va rajouter la couche de cybersécurité qui est indispensable dans une entreprise pour gérer tous les contrats, l'aspect cyber de tous ces partenariats et contrats. Alors tu parles de partenariat, justement, est-ce qu'on peut imaginer que CSB est partenaire finalement de Schneider ou Schneider Electric partenaire de CSB? Quelle est la relation entre vos deux entreprises? Alors, le principe de l'école, c'est d'être une école en alternance où les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise partenaire. Très bien. Donc on a un panel d'entreprises partenaires. Donc nous, quand on voit un alternant arriver, on passe un entretien avec lui, avec notre casquette de RSSI, en disant lui, je le verrais bien faire du pentest chez Intel, ou je le verrais bien manager de la cybersécurité chez Intel, sachant qu'on connaît déjà bien ces entreprises partenaires parce qu'on les côtoyait avant. Très bien. Et donc du coup, on le guide, on dit tiens, on te verrait bien chez Intel pour faire tel métier. Après, il nous dit il veut faire de l'OT, de l'indus ou pas, il veut faire de la gouvernance ou bien pas. Sûr. Et donc on l'oriente. Et donc après, nos entreprises partenaires réceptionnent les profils, on leur présente et ils passent un entretien et du coup ces entreprises valident ou pas l'arrivée de cet alternant. Un grand classique dans la méthode de recrutement des alternants. Sachant que en fait ce sont les entreprises qui prennent en charge la formation, donc du coup les étudiants eux ne payent pas les frais d'entrée. Et autre point à signifier, on ne se focalise pas non plus sur un diplôme d'entrée parce qu'il y a des profils vraiment atypiques qui n'ont pas forcément un bac scientifique avec une école d'ingénieur. Alors évidemment les bacs scientifiques et écoles d'ingénieurs correspondent, sont les bienvenus, mais il y a aussi d'autres profils qui n'ont pas ces caractéristiques, qui sont très intéressants, qui ont un bon background et qui sont les bienvenus dans l'école. Donc pas de frein, pas de frontières, pas de limite à se mettre. Finalement, il y a une possibilité à intégrer cette filière de la cybersécurité, des entreprises qui sont en demande, comme Schneider Electric et certainement d'autres. Exactement. Une école dédiée à cela. Tu es basé à Lyon, c'est ça? Donc l'école est basée à Lyon. Après, moi, je suis basé à Bruxelles, je bouge pas mal, mais en fait, on est basé à Lyon. L'école est basée à Lyon. On a des locaux de 2500 mètres carrés à 10 minutes de la Part-Dieu, à pied. Donc on a un grand bâtiment dans lequel on a, sur tout un étage, un simulateur qui représente une entreprise. On va du capteur industriel avec toute la partie industrielle, la partie IT, la partie cloud et aussi la partie SOC. Donc Security Operations Center, c'est l'endroit où on supervise la sécurité de l'entreprise. Donc en fait, on a une mini-entreprise représentée pour les étudiants. Ils vont pouvoir aller jouer entre guillemets dedans et tester toutes les solutions de sécurité. Voilà, donc c'est vrai que du coup, Schneider nous aide pour la partie matérielle, pour la plateforme industrielle. Et on a d'autres partenaires avec pas mal d'autres acteurs du marché. Très bien. Comment on fait pour te contacter? Il y a un site internet, une page LinkedIn, j'imagine? Il y a un site internet, une page LinkedIn, donc csb.school. Tout simplement. Tout simplement, soit LinkedIn, soit Internet. Très bien. Eh bien écoute Thomas, merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur depuis le Global Industrie, un format proposé par Schneider Electric. Merci. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.